Et la femme, évidemment. Oui. Non, sur l'homme en général, ce serait un peu large, je pense, comme question. Par contre, sur l'homme dans les sociétés modernes, je pense que effectivement, ça soulève cette question-là des rapports entre des savoirs populaires et des savoirs experts. Et une crise de crédibilité, je pense aussi. Le Dr. Poirier souligne les médias, c'est intéressant, c'est un révélateur aussi. Ça nous donne un écho de ce que la population pense, quelque part là-dedans, mais je pense qu'il faut aller un peu au-delà de ça aussi. Là. Il y a, je mentionnais tantôt, il y a quand même, c'est pas tout le monde là, qui rejette ces messages de santé publique. Là. Il y en a une forte proportion qui les écoute. Mais du côté de ceux qui ont des réserves, je pense que ça a été un révélateur un peu d'un problème de crédibilité, en tout cas, ce tournant des personnes en autorité, de l'autorité scientifique, du discours scientifique, mais aussi des technocrates, pas technocrates dans le sens péjoratif du terme, mais des gestionnaires, de santé. Des systèmes de santé. Il y a des gens pour lesquels, effectivement, cette crise-là était un révélateur en disant, écoutez, ces gens-là, est-ce qu'ils ne nous charrient pas un peu? Est-ce qu'ils ne nous amènent pas un peu n'importe où? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cafouillage qui devient une démonstration de leur incompétence, etc.? Et là, il faudrait se questionner d'où vient cette crise de crédibilité-là. Crise de crédibilité qui est peut-être face au ministère de la Santé en soi, peut-être pour certains autres cafouillages dans d'autres domaines, crise de crédibilité par rapport à la médecine, par rapport aux promesses peut-être un peu abusives, dans certains cas, de la recherche médicale, de la science médicale, et peut-être aussi crise de crédibilité par rapport aux compagnies pharmaceutiques. Alors ça, ici, ça n'a pas été tellement débattu, cette histoire, alors que dans le fond, on a un monopole, une compagnie pharmaceutique qui fournit tous les vaccins, alors qu'en France, par exemple, c'était un débat majeur, puis ils ont 4 fournisseurs, et là, vraiment, les journalistes ont ressorti des choses qui me paraissent quand même assez intéressantes sur les 3 des 4 compagnies pharmaceutiques qui fournissent les vaccins, qui ont signé des protocoles d'entente avec les ministères qui les dégagent à peu près de toute responsabilité par rapport à la production du médicament, par rapport à des effets secondaires. Et là, il y a effectivement une source aussi de crainte de la part de la population. Et vous dites que la pandémie a pu révéler cette crise de crédibilité. Quel genre de questions les personnes qui sont en autorité devraient-ils se poser à la lumière de cette crise-là? Ben, c'est ça. Je ne sais pas trop. Mais effectivement, à quelque part, il y a comme une autopsie à faire. Oui. Les gens qui résistent, ce n'est pas nécessairement des gens parce qu'ils sont couillons, parce qu'ils sont illettrés, parce qu'ils sont de mauvaise foi, Ils sont sceptiques d'abord. Bon, il y a quand même des gens qui sont cyniques, un peu qui sont cyniques, désabusés. Mais il y a une fraction de la population résistante à la vaccination, que ce n'est pas simplement par cynisme. Là. Il y a des gens qui se questionnent vraiment, et probablement parce qu'ils voient dans d'autres sphères d'activité politique, dans d'autres sphères de la gestion des rapports entre l'État et l'humain, rapport entre la médecine et les malades, qu'il y a des problèmes, il y a des dérapages, il y a des promesses non tenues. Et ça peut peut-être être une partie d'explication. Il y a des conflits de valeurs à trancher. Parce que quand il faut prendre des décisions pour mettre en place une opération pour faire face à la pandémie, il y a des décisions qui sont prises et qui parfois tranchent entre des valeurs. Par exemple, faut-il choisir entre la protection de la santé et l'autonomie personnelle, la liberté de se faire vacciner ou pas? Est-ce que c'est un exemple de conflit de valeurs qui auraient pu s'opposer ou qui se sont opposés dans la discussion, en tout cas dans les derniers mois? Quels sont les conflits de valeurs? Quels sont les dilemmes éthiques qui sont apparus et qui étaient, à vos yeux, les plus importants au cours de la récente pandémie? Un petit préambule, ça c'est plus les gens au ministère qui pourraient répondre. Règle générale, les analyses éthiques ne précèdent pas l'action dans des cas de pandémie comme ça. C'est plutôt après qu'on y réfléchit aux enjeux éthiques. Alors, c'est alors que l'éthique devient un déterminant de l'action. C'est des considérations beaucoup plus politiques, économiques et strictement de santé publique, de protection de la population, je pense, qui interviennent. Maintenant, la protection de la population est elle-même une valeur. C'est-à-dire que dans nos sociétés, c'est, pour lister peut-être quelques valeurs principales, puisque là, on va définir l'éthique brutalement, en fin de compte, comme étant le domaine, en fait, une prise de conscience de l'impact que peuvent avoir des interventions sur des valeurs fondamentales partagées par une société. Alors, parmi nos valeurs fondamentales, on a celle de protection de la santé. À cause d'un siècle d'historique derrière nous, on sait que la médecine peut être très positive, elle peut avoir beaucoup d'apports, etc. Les gens donc s'attendent que l'État, surtout dans une société social-démocrate, aux États-Unis les choses sont un petit peu différentes, mais dans une société social-démocrate comme ici, avec un système universel de santé, on s'attend que l'État a une responsabilité à agir pour protéger la santé de la population.
Maintenant, elle doit le faire en respect d'une autre valeur qui est celle de l'autonomie de la personne, son libre choix, son libre arbitre. Quelqu'un doit être en mesure d'être capable de faire un certain choix, puis de pondérer, enfin, de privilégier peut-être sa vie privée, enfin, ses choix personnels par rapport à des enjeux de société. Une autre valeur, c'est certainement la justice. Ces interventions-là doivent se faire dans un souci d'équité, c'est-à-dire que le prix, le fardeau à payer pour les interventions ne doit pas reposer sur les épaules d'un seul sous-groupe. Tout le monde doit avoir accès aussi à la vaccination. Ici, c'est un peu réglé par la gratuité, etc., ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Par contre, à cet égard-là, on a quand même établi des groupes qui ont été traités de façon prioritaire les uns par rapport aux autres. Oui, mais ça, pour moi, comme je disais, c'est pas un faux problème, dans le sens que ça questionne la population. C'est ce phénomène de saucissonnage, je disais tantôt, des populations à risque, qui est mal perçu par la population, effectivement. Dans une logique strictement épidémiologique, oui, probablement qu'on fait le calcul que, par exemple, les enfants de 6 mois à 18 mois ont peut-être un risque, disons, je dis n'importe quel chiffre, là, de 3 chances sur 100 d'avoir des séquelles, des problèmes graves du fait qu'ils auraient contracté la grippe. Un autre groupe, c'est peut-être 2 Un autre groupe, c'est peut-être 1,5 puis l'autre 4,5 On est dans les marges, probablement. Mais on a une logique, une rationnelle strictement épidémiologique ici qui, dans le cas actuel, semble avoir fait fi des coûts sociaux, des coûts en termes d'image, des coûts en termes peut-être de blocage de la participation, de la volonté des gens de se faire vacciner, etc. Mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, si on n'avait pas, considérant que les vaccins, ils n'étaient pas disponibles au départ, ils arrivaient au compte-gouttes. Donc, si on n'avait pas priorisé les populations en fonction du niveau de risque, on aurait priorisé en fonction de quels critères? On serait allé par région. En fait, on faisait sauter le Québec. On serait allé par sexe. On vaccine les femmes avant les hommes. On y va en fonction de l'âge. On vaccine les vieux avant les bons. Ça aurait été quoi? C'était absolument ingérable. Alors, je pense que dans ce cas-là, ça devenait tout à fait logique. Considérant que les vaccins n'étaient pas disponibles, qu'ils y arrivaient au compte-gouttes, on ne pouvait pas faire autrement qu'avoir une logique de priorisation. Je pense qu'on a pris une bonne logique, qui est la logique épidémiologique. Maintenant, on n'a peut-être pas bien expliqué, par contre, tout à fait, la population. Ça, le message a moins bien passé. Mais pour revenir à vos valeurs, il y a certainement cette notion-là d'autonomie. On respecte le droit de chacun de décider de ce qu'il veut faire de sa vie et de son corps. Et de l'autre côté, des notions un petit peu plus de devoir. Est-ce qu'on n'a pas un devoir de citoyen aussi, à quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de quelqu'un de se faire vacciner? Le choix, comme dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, le choix n'est pas simplement individuel. C'est une fausse individualité. C'est un mirage. Parce qu'en fait, le fait de ne pas se faire vacciner a des risques pour l'entourage immédiat, puis les risques pour les collègues de travail, etc. On devient des potentiels transmetteurs du virus qui peuvent être, à fin de compte, néfastes pour d'autres. Alors, c'est toujours là la difficulté. On dit l'éthique, à fin de compte, il n'y a jamais de blanc et de noir. Là non plus, c'est toujours, on est dans le gris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune décision qui pourrait être prise sur une base éthique qui est claire. En disant, voilà une bonne, parfaite décision éthique. Il n'y a donc pas une manière scientifique... Ça n'existe pas.